Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pronostic de TLC 2020. Je vous préviens d'entrée de jeu. Ah oui, faites pas attention au bordel, je suis en train de ranger mes Funko, donc j'ai pas pris la peine de les écarter du cadre parce que je les range et puis je les mets après. Ma vie est passionnante. Je vous préviens tout de suite, je vais être un peu salé. Je vais être un peu salé parce que, vous allez vite le constater, tous les matchs ont été mal préparés, sauf un. Il y en a un qui a été bien préparé, tous les autres c'est une catastrophe. Non, tous les autres vont de mal raconter à catastrophique. Et en plus, Raw a pas eu de très bons résultats en termes de visionnage, si vous voulez, en termes d'audience. Ils vont prendre des décisions à la con pour choquer, pour susciter se dire non, c'est pas possible, ils ont pas fait ça. C'est ce qu'ils font à chaque fois. C'est ce qu'ils font à chaque fois. Genre Goldberg qui bat The Fiend à Super Showdown cette année. Donc je sens que ça va être... Déjà, je sens que ça va être... En fait, tous les matchs qu'on a, il y a deux options en général. La solution évidente ou la solution décevante. Je vais tabler pas mal sur pas mal de solutions décevantes. Vous allez voir de quoi je veux parler. On va commencer par The Fiend contre Randy Orton dans un Firefly Inferno match. Alors Inferno match, je sais ce que c'est un match où le ring est entouré de flammes, ce qui est un peu cool. Je vais vous donner le petit résumé rapide de la rivalité. Résumé riche en sel, hein. Donc si vous faites de l'hypertension, attention, peut-être muter la vidéo. Il y a 3 ans, Randy Orton a brûlé la cabane de Bray Wyatt où se trouvait la tombe de Sister Abigail. Donc, Sister Abigail, c'était... comment je décris Sister Abigail à quelqu'un qui connaît pas, moi espèce de mentor, petite sœur, grande sœur dans la mythologie, dans l'esprit de Bray Wyatt. Sister Abigail, c'est quelqu'un qui l'a élevé, qui l'a guidé, voilà. Est-ce que c'était une présence fantôme? Est-ce que c'était une présence mystique? Est-ce que c'était quelqu'un qui a vraiment existé? On n'a jamais su. Mais elle avait une tombe, donc peut-être qu'elle a vraiment existé. En tout cas, Randy Orton a brûlé la cabane où se trouvait cette tombe ou cet endroit où elle était supposément enterrée. Cette année, et j'écris, Wyatt a un protecteur, le Fiend. Alexa Bliss jouera peut-être un rôle dans le match, peut-être. Elle a été présentée comme la grosse faiblesse du Fiend, et puis on n'en a plus entendu parler ces 2 dernières semaines, donc... Avant ça, Alexa Bliss était la faiblesse de Braun Strowman, que Bray Wyatt a utilisé contre Braun Strowman. Alexa Bliss semble être la faiblesse DT Catcher, d'une façon générale. Donc ça veut dire que peut-être que si Randy Orton bat Bray Wyatt, peut-être que Alexa Bliss deviendra la faiblesse de Randy Orton. On ne sait pas. C'est saoulant. Je suis assez confiant sur le fait que The Fiend va gagner. Je pensais que Randy Orton allait gagner parce que le match n'avait pas encore de stipulation. Et je me disais, quel est l'intérêt de prétexter que The Fiend a une faiblesse si c'est pas pour que Randy Orton exploite la faiblesse. Mais là, il y a une stipulation, Firefly Inferno match, ça veut dire The Fiend va gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Soit c'est évident, The Fiend gagne, soit c'est décevant, Randy Orton gagne. Ça peut être intéressant parce que Firefly Inferno match, ça veut vraiment dire match cinématique et ce sont les meilleurs matchs de The Fiend. On va peut-être avoir un match excellent à la Firefly Funhouse match à WrestleMania qui a été mon match préféré de l'année. Comme il est loin ce temps-là. Quand je disais que ça allait de catastrophique à très mauvais, ce match-là, c'est catastrophique. Nia Jax et Shayna Baszler contre Asuka et une partenaire mystère pour le titre par équipe féminin. Lana a aspiré toute la division féminine de Raw, incluant la championne et les titres par équipe, dans un push qui ne fonctionne pas puisqu'elle est présentée comme faible et fière d'être chanceuse. On nous dit vraiment, Lana est à chier, elle s'en sort par chance, et elle est super fière de s'en sortir par chance. Ah là là, vraiment, quel plaisir. Quel plaisir Et du coup, ça marche pas, parce qu'on se dit, mais oui, mais non, mais t'es à chier, enfin, moi ça m'emmerde, je finis par... La seule histoire de ce match, c'est que Nia Jax n'a pas arrêté de faire passer Lana à travers la table des commentateurs. Si vous suivez pas le truc, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais Lana, je la vois pas, moi, sur le graphique, elle est où? La seule histoire de ce match, c'est que Nia Jax n'a pas arrêté de faire passer Lana à travers la table des commentateurs pendant des semaines, donc le seul paiement cohérent, ça aurait été que Lana fasse passer Nia Jax à travers une table. Cohérent, mais pas bon, juste cohérent. Mais ils le feront même pas parce qu'ils sont à chier pour écrire des histoires cohérentes. Cette semaine, Jax et Baszler ont blessé Lana dans le kayfabe, donc pour de faux, donc elle ne sera pas dans le match dont elle est la seule protagoniste. Ouais. Voilà. Avant de faire la vidéo, je me dis, c'est marrant, j'ai pas du tout envie de les faire ces pronostics-là. C'est pour ça. Enfin, c'est pour ça et pour tous les autres matchs aussi. Mais celui-là, c'est le pire. Parce que vraiment, tout n'a été construit que autour de Lana est nulle et Nia Jax et Shayna Baszler la bolosse parce qu'elle est nulle. Voilà. C'est ça l'histoire. Asuka a été aspirée là-dedans parce que Asuka a proposé à Lana un match de championnat parce qu'elle était la dernière survivante par chance du Survivor Series féminin. Et Jax et Baszler sont intervenus pour casser la gueule à Lana. Du coup, Asuka a voulu aider Lana et on en est là. Et Lana ne sera pas dans le match. Qui sera dans le match? J'ai 3 idées, dont 2 vraiment très nulles. L'idée que je trouverais vraiment très bien,
ce serait un début, quelque chose, soit de NXT, soit de complètement autre chose qui fait ses débuts à la WWE en tant que partenaire mystère d'Asuka. Je pense à Mercedes Martinez qu'ils n'ont jamais utilisé dans Rétribution. Je pense à, j'allais dire Mia Yim, mais non, Mia Yim est toujours dans Rétribution, donc ça ne passerait pas. Je pense à Tessa Blanchard, qui est une catcheuse qui a été championne du monde, toujours confondue à Impact, qui a une sale réputation, hein. Elle traîne de sacrées casseroles, mais c'est une excellente catcheuse, donc peut-être que... Et puis, bon, les casseroles, c'est pas exactement ce qui est ralenti la WWE. Donc je me dis, voilà, si c'est une catcheuse qui arrive et qui, bam, d'emblée est présentée comme un gros morceau, quoi, comme... elle arrive, premier match, c'est pour un championnat, elle le gagne avec Asuka, la championne d'Euro, ça peut être très très cool. Hypothèse numéro 2 qui est vraiment nulle à chier, c'est Lana elle-même. C'est-à-dire que Lana est présentée comme « Ouah, elle est blessée, mais elle y va, quel courage, elle pouvait pas y aller, mais quand même elle y va parce que elle le veut, elle... Ouah !» De la merde. Et la pire, mais la plus probable, c'est Charlotte Flair. C'est Charlotte Flair qui va venir et qui va gagner son 40e titre, qu'elle va garder une semaine, parce qu'on s'en fout de la durée des règnes de Charlotte Flair, l'important c'est le nombre de règnes qu'elle a. Elle va arriver, puis elle va faire équipe avec Asuka. Charlotte Flair va faire équipe avec Asuka. Elles sont en rivalité depuis qu'Asuka est sur le roster principal, mais pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas? Si, il y a 1000 raisons pourquoi pas. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Et si c'est Charlotte Flair, il n'y a aucun suspense, bien sûr qu'elle va gagner. Ils vont pas faire perdre... Charlotte Flair dans son match de retour. Je suis désolé, je suis vraiment salé. J'espérais que je serais pas aussi énervé en faisant mes pronostics, mais... Ouais, je sais. Bon, voilà. Donc je pense que Asuka et sa partenaire mystère vont gagner, et je pense que ça sera Charlotte Flair. Ensuite, le niveau de sel baisse un peu, mais pas beaucoup. Le New Day contre le Hurt Business. Je vous lis mon petit résumé. Il n'y a que 2 équipes à Raw. Il y a un début de dissension au sein du Hurt Business. Cédric Alexander est un peu en mode perso. Peut-être que ça jouera, peut-être pas. Peut-être qu'ils veulent qu'il n'y ait qu'une seule équipe à Raw. On ne sait pas. J'exagère un tout petit peu le trait, mais vraiment un tout petit peu, parce que réellement, il y a 4 équipes à Raw. Mais vraiment, il n'y a que 4 équipes à Raw. Il y a donc le New Day, le Hurt Business, Lucha House Party, donc l'équipe de Grand Metalik et Lince Dorado, qui ne sont pas là, parce qu'ils sont trop occupés à courir après R-Truth pour le titre 24/7, qui est toujours aussi à chier. Et Miz et Morrison, qui sont aspirés dans la rivalité du main event avec Drew McIntyre, AJ Styles, Sheamus et Keith Lee. Enfin, ils sont pas disponibles pour les titres par équipe, quoi, si vous voulez. Donc il y a vraiment que 2 équipes disponibles à Raw, donc elles s'affrontent parce que faut bien qu'elles fassent quelque chose. Mais en plus, il y a un début de dissension avec Cédric Alexander qui a tendance à prendre un peu la vedette, si vous voulez. Quand le Hurt Business gagne quelque chose, Cédric Alexander célèbre un peu en mode solo. Et du coup, MVP, qui est un peu le parrain de cette faction-là, si vous voulez, le faire descendre. Genre, attends, tu célèbres la victoire avec nous, on est une unité. C'est pas de toi dont il est question, voilà. C'est le Hurt Business, on est tous ensemble. Bah là, franchement, moi, je serais eux, je ferais gagner le Hurt Business, histoire qu'ils puissent faire un ping-pong avec les titres par équipe. Donc je vais pronostiquer une victoire du Hurt Business. Ils le gagnent là, le New Day le récupère ensuite, parce que vu qu'il y a que 2 équipes, il faut bien faire vivre le titre. Si New Day gagne là, bah ils se retrouvent vraiment avec plus rien derrière. Remarque, ils peuvent continuer la rivalité pour toute la vie, hein. C'est ce qu'ils ont fait avec Drew McIntyre et Randy Orton. Randy Orton a perdu 2 fois ou 3 fois, je crois, avant de gagner une fois contre Drew McIntyre et de reperdre juste derrière. Écoutez, je vais quand même pronostiquer une victoire du Hurt Business. On va accélérer parce que je ne prends aucun plaisir à faire cette vidéo. Alors peut-être que vous ne prenez aucun plaisir à la regarder, ce qui serait vraiment dommage pour un PPV qui s'annonce de grande qualité. Soit attendu, soit décevant. Je sens que ça va être un très mauvais PPV. Carmella contre Sasha Banks pour le titre féminin de SmackDown. Mon histoire, Carmella veut le titre. Elles se sont déjà affrontées pour le titre la semaine dernière, mais Banks a tapé sur Carmella trop fort. Elle a trop tapé dessus dans le coin, du coup l'arbitre l'a disqualifiée. Sauvez-moi! Alors, je vais pronostiquer une victoire de Carmella. Parce que ça fait des années que Vince McMahon a envie de faire vivre ce personnage de la blonde sexy. Mais vraiment la blonde sexy, c'est-à-dire que des blondes sexy, il y en a quoi, mais qui ne joue pas le personnage de mannequin, la femme qui est belle, qui le sait, qui l'assume et qui, pour elle, c'est sa grosse qualité quoi. Sa grosse qualité, c'est qu'elle est belle. Je pense que c'est ce que Vince McMahon va essayer de mettre en avant. Je pense que ils sont pas vraiment à fond derrière Sasha Banks. Ils sont à fond derrière Charlotte Flair, ils sont à fond derrière Roman Reigns. Il y a des gars comme ça, enfin il y a des catcheurs comme ça, tu sais que ils ont le soutien des décisionnaires. De Vince McMahon, qu'un seul décisionnaire finalement. Et je pense que Sasha Banks ne fait pas partie de ces gens-là. Je peux me tromper, hein, mais je pense que Sasha Banks ne fait pas partie de ces gens-là. Donc je pense que Carmella va gagner le titre. C'est dommage parce que Sasha Banks est meilleur. Maintenant, Carmella vient de faire son retour après un changement de personnage. C'est présenté comme un changement de personnage, mais elle n'a pas changé grand-chose. Hein. La différence, c'est que finalement, elle a plus changé de garde-robe que de personnage, j'ai l'impression.
Elle danse plus. Bon, écoutez, voilà, bon, victoire de Carmella pour moi. Drew McIntyre contre AJ Styles. En voilà un autre match qui est mal bité, parce que AJ Styles n'a jamais été présenté comme une menace sérieuse au titre de Drew McIntyre. J'ai écrit AJ Styles a gagné un match pour devenir aspirant numéro 1 en battant Keith Lee et Riddle. The Miz a plus ou moins l'intention d'encaisser sa mallette Money in the Bank, et Sheamus, on m'a dit pas dire Sheamus, mais Sheamus, et Keith Lee sont aussi plus ou moins dans l'histoire. Tout le monde pense que Sheamus va trahir Drew McIntyre. J'ai arrêté mon résumé ici. Ça, je l'étais en train d'écrire. Bon, globalement, ce que je dis pas, Keith Lee est perdu dans ce bordel. En fait, Sheamus et Drew McIntyre sont amis. Sheamus a donné à retrouver l'épée du grand-père de Drew McIntyre. Pourquoi pas qu'il l'utilise dans toutes ses entrées, parce que tu sais, ça faisait une entrée spéciale, et maintenant ils la font à chaque fois, et du coup c'est plus une entrée spéciale, c'est juste une entrée. Ouais, ça franchement c'était une histoire que j'aimais beaucoup, que Sheamus, dont on sait que c'est un trou de balle, soit vraiment très ami avec Drew McIntyre, et ne le menace pas, soit toujours très pote avec lui, vraiment, mais vraiment super encourageant, super là pour lui, quoi. L'idée de lui donner cet artefact, bon, ça a pas beaucoup de sens, mais... de lui donner cet artefact familial qu'il avait perdu, je trouvais ça vraiment très cool, et construire vraiment cette histoire d'amitié entre Sheamus et Drew McIntyre, ça sonnait authentique, ça faisait bien, quoi. Et surtout, on se disait, Sheamus va finir par trahir Drew McIntyre, donc plus ils sont potes, plus ils sont ensemble, plus ils sont complices, mieux ça va marcher quand Sheamus va trahir Drew McIntyre. Et puis, de nulle part, Keith Lee arrive et va voir Sheamus et lui dit, dis donc, je sais bien que tu vas trahir Drew McIntyre. Alors attention, hein, Miz et Morrison. Ouais, Sheamus, est-ce que c'est pas un peu dans tes projets de trahir Drew McIntyre? Donc j'imagine que Sheamus ne va pas trahir Drew McIntyre, parce que s'il le fait, bah... aucun intérêt. Ça avait un intérêt quand personne ne l'avait vu venir, quand on sentait tous que c'était une possibilité, mais que la subtilité, c'est vraiment le nœud du truc. Si tout le monde dit Sheamus, tu vas trahir Drew McIntyre ou bien s'il le trahit, oui, voilà, vous nous avez dit qu'il allait le trahir, il l'a trahi, bah ouais. Il y a aussi le fait que AJ Styles demande de l'aide à Miz et Morrison parce que Miz a la mallette Money in the Bank. J'essaye de mettre de l'énergie dans ce que je dis. AJ Styles a demandé de l'aide à Miz et Morrison pour affronter Drew McIntyre, parce que Drew McIntyre c'est un gros morceau, et AJ Styles se dit, même si The Miz encaisse sa mallette Money in the Bank, ça sera plus simple de battre The Miz que de battre Drew McIntyre. The Miz veut aider AJ Styles pour les mêmes raisons, ça sera plus simple de battre AJ Styles s'il devient champion plutôt que Drew McIntyre. John Morrison, il sert à rien, il fait tapisserie, c'est peut-être un des meilleurs catcheurs de Raw. Le roster de Raw est vraiment excellent, donc peut-être même pas, mais il est très très bon, John Morrison. Je sais pas pourquoi il est pas déjà dans le... Si, je sais, c'est parce qu'il... Je sais pourquoi il y est pas. Donc John Morrison, il fait plus ou moins tapisserie, il est là pour répéter ce que dit The Miz. Donc voilà, je pense que j'ai parlé d'un peu tout le monde, de Keith Lee, de Sheamus, et s'il y a un match qui doit être décevant, je pense que c'est celui-là. Parce que je vais pronostiquer une victoire de Drew McIntyre, parce que ça me paraît évident. Ils ont passé l'année à construire Drew McIntyre. Ça a commencé avec Drew McIntyre qui élimine Brock Lesnar au Rumble, qui gagne le Rumble, qui bat Brock Lesnar à WrestleMania, qui défend sa ceinture contre Randy Orton, qui est vraiment présenté comme le meilleur catcheur de Raw, de loin, avec une très solide marge d'avance. Faut pas le faire perdre contre AJ Styles, quoi. Faut pas le faire perdre contre AJ Styles, c'est pas l'adversaire, c'est pas le moment, c'est pas... Faut que Drew McIntyre aille à WrestleMania avec le titre. Et là, à WrestleMania, Drew McIntyre pourra perdre le titre, peut-être. Mais même peut-être contre Brock Lesnar, je sais pas. Peut-être contre Keith Lee, peut-être contre AJ Styles, peut-être même... Mais il faut que ça dure un peu. Là, c'est vraiment pas le moment. Ils sont très capables de faire gagner AJ Styles, ou de faire encaisser The Miz. Ils sont très capables de prendre une décision de merde, là. Mais je vais pronostiquer une victoire de Drew McIntyre, parce que je suis dans une relation abusive avec la WWE, et j'ai confiance en eux. Et enfin, Roman Reigns contre Kevin Owens. C'est la seule histoire qu'ils ont bien racontée. Pour le titre universel, évidemment. À Survivor Series, l'équipe masculine de SmackDown a perdu. Roman Reigns a reproché à Jey Uso de ne pas s'être fait respecter de son équipe. Jey s'est donc mis à agresser tout le monde, parce que Roman Reigns fait l'amalgame entre le respect et la crainte dans sa façon de présenter le truc. Jey s'est donc mis à agresser tout le monde, y compris Kevin Owens qui faisait partie de cette équipe-là. Mais Owens est bien conscient que c'est Roman Reigns qui tire les ficelles, et l'a donc défié dans un match pour le titre à TLC. Et là, pour une fois, il n'y a pas de soit c'est attendu, soit c'est décevant.
Parce que si Kevin Owens gagne, ce serait dommage pour la construction de Roman Reigns, mais ça placerait Kevin Owens à un niveau qu'il n'a jamais eu, quoi. Vous allez me dire, il a été champion universel, oui, mais il a triché pour gagner le titre universel. Si Kevin Owens parvenait à battre Roman Reigns, ça voudrait vraiment dire quelque chose pour Kevin Owens. Ce serait dommage pour Roman Reigns, parce que je pense que Roman Reigns doit aussi amener la ceinture à WrestleMania. Et même après WrestleMania, je vous ai dit ce que je pensais de Roman Reigns. Roman Reigns doit vraiment rester champion pendant des années. Il doit vraiment truster cette ceinture. De vraiment être invincible, Roman Reigns. Et là, ça marche. Là, ça marche. Ce qu'il voulait faire avec Roman Reigns en face, ça marchait pas. Là qu'il est en heel, ça fonctionne. Parce que c'est le boss à abattre. Faut pas qu'on soit pour lui, faut qu'on soit pour les gars qui vont l'affronter. Et bah, ça marche, vous voyez, je vous dis, si Kevin Owens gagne, c'est génial pour lui. Mais je pense que pour que ça continue d'être efficace, il faut que Roman Reigns continue de gagner. Donc je vais pronostiquer une victoire de Roman Reigns. Mais c'est le seul match de la carte que j'ai vraiment très hâte de voir. Bah, ça et le Firefly Inferno match, parce que ça va être un match cinématique avec The Fiend et que voilà, de bons souvenirs. Tous les autres matchs, ça... J'ai vraiment pas hâte de voir ce bébé. Je sens qu'ils vont faire des conneries. Je sens qu'ils vont paniquer et prendre des décisions de merde. Mais ça m'est arrivé d'avoir tort, donc j'espère avoir tort, et j'espère que ce match sera nettement meilleur que ce que je crois qu'il va être. Aisance dans l'utilisation de la langue française. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, désolé encore une fois pour le ton que j'ai pris, j'aimerais beaucoup être beaucoup plus enthousiaste que ça, je vous laisse, qu'est-ce que j'essaye de dire ? Je pense que c'est évident pour vous, un truc comme ça. Je pense que c'est évident pour vous que je préférais être beaucoup plus enthousiaste pour cette vidéo. Maintenant, je joue pas la comédie, je mets le niveau de hype auquel je suis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le bilan de TLC, mais aussi pour le stage de décembre, donc le dernier stage de l'année. Avant le stage de 2020, on aura plein de choses pour le stage de 2020, j'ai décidé d'assumer le fait que la vidéo sera longue, donc on va peut-être faire une vidéo de 2 heures où je vais vous présenter plein de trucs, ça va être très très chouette. Donc le stage de 2020 sortira probablement fin janvier, début février, parce que je compte tous les épisodes de 2020, donc je peux pas commencer à l'écrire avant, et faut que je l'enregistre, et ça prend vraiment beaucoup de temps, et après faut qu'on le monte. Il faut que le monteur masqué le monte, et ça va prendre vraiment beaucoup de temps, parce que c'est une grosse vidéo, donc je pourrais pas le sortir fin décembre ou début janvier, comme ce serait logique ou mieux, finalement, de le sortir. Donc ce sera fin janvier, début février, peut-être plus tard. Je fais le plus vite possible, vous vous doutez bien. Si vous aimez me voir jouer à des jeux vidéo, j'ai fini mon let's play sur Twin Mirror. J'ai fini d'enregistrer et d'uploader mon let's play sur Twin Mirror, donc vous pouvez commencer à le suivre, on ira jusqu'au bout. J'en suis, voilà, je le sais, puisque les épisodes sont sur YouTube, ils sont planifiés, les vidéos sortiront le lundi et le jeudi, et en plus j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu, donc ça fait quand même plus de bien de m'entendre parler de choses que j'aime bien, je pense. Et je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire. Bon, comme d'habitude, le pouce bleu, les commentaires pour vos pronostics, et abonnez-vous et mettez la cloche. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, même si on se reverra a priori avant Noël, puisque Noël c'est dans une semaine, et on fera le bilan début de semaine prochaine. Mais voilà, profitez des gens que vous aimez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin des gens que vous aimez, et aimez-vous les uns les autres, y compris dans les commentaires, soyez sympas, soyez la raison de sourire de quelqu'un. Bonne fin de journée à tous, et à très bientôt.